Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Béatrice Zani. Bienvenue dans cet épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la sociologue Béatrice Zani ou Beatrice Zani, selon si on prononce à la française ou à l'italienne. Une sociologue qui s'est intéressée beaucoup aux migrations des femmes chinoises depuis la Chine rurale vers la Chine industrielle, puis Taïwan et ensuite de retour en Chine. Et toute cette industrie un peu souterraine du Made in China et des processus de fabrication avec, donc pour ton travail de doctorat, un personnage principal qui est un soutien-gorge et un peu le voyage depuis sa fabrication jusqu'à sa revente et tout son parcours de vie en fait. Donc j'aimerais te demander pour commencer, pourquoi est-ce que tu as choisi de suivre un objet comme un soutien-gorge et comment est-ce que tu as orienté cette recherche dans ce sens-là en fait? Merci beaucoup. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie de parler de ces processus de mobilité de femmes et d'objets. Le soutien-gorge orange et fluorescent est un objet qu'en fait, en 2015, je n'avais pas encore commencé ma thèse, j'ai découvert dans un petit magasin de lingerie dans le sud de Taipei, à Nansezhao. Donc, je me baladais, il faisait très chaud et je cherche un endroit pour me rafraîchir, typiquement avec la clim. Donc, je rentre dans ce magasin complètement vide, il n'y avait pas un seul client. Et il y avait, oui, bien évidemment, de la lingerie, mais elle n'était pas très bien ordonnée, elle n'était pas très bien présentée. Il y avait un bazar pas possible. Sur le sol du magasin, il y avait, oui, des culottes et des soutiens-gorge, mais il y avait aussi des boîtes de lait en poudre, il y avait des pâtes de poulet, il y avait vraiment plein de marchandises différentes. Donc, j'étais plutôt curieuse. En même temps, il y avait la clim, donc j'étais contente. Et puis, à un moment donné, j'entends quelqu'un qui, depuis l'arrière de la boutique, arrive probablement me regarder, vérifier ce que je faisais là-bas. Et c'était une femme qui parlait avec son téléphone et elle envoyait des messages vocaux sur une application digitale que j'ai découvert ensuite être l'application WeChat, Weixin. Alors moi, je connaissais pas très bien Taïwan, mais par contre, à partir de l'accent de cette femme, je me rends compte très vite qu'elle n'est pas taïwanaise locale. Elle parle avec un très fort accent du Sichuan et je me rends compte donc qu'elle vient de Chine. Elle s'appelle Fujin. On commence à discuter, elle est curieuse par moi, petite jeune femme blanche, qu'est-ce que je fabrique là-bas? Et elle me raconte que voilà, elle est la propriétaire de ce magasin, qu'elle fait du commerce et qu'elle est arrivée à Taïwan depuis la Chine via le mariage avec un citoyen taïwanais. Et donc, voilà, elle m'a fait visiter son magasin et elle m'offre ce fameux soutien-gorge orange fluo, push-up. Donc, je suis très contente de l'avoir, ça fait remonter mes seins. Et elle me raconte que avant de venir à Taïwan, en fait, elle travaillait dans des grandes entreprises multinationales dans la Chine du Sud où elle fabriquait des objets comme celui-là. Ce soutien-gorge, d'autres produits textiles. Et c'est vraiment, à ce moment-là, cet objet a suscité toute ma curiosité. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de ce soutien-gorge? Qu'est-ce que ce soutien-gorge peut nous dire de ces femmes qui, comme Fujin, ont travaillé dans des usines, ont épousé des citoyens taïwanais et sont arrivées à Taïwan? Et donc, après avoir passé à peu près 2 mois avec Fujin et ses copines, d'autres talupeiyo, donc d'autres femmes migrantes chinoises à Taïwan, j'ai décidé de retourner en Chine et partir dans les usines où ces femmes avaient travaillé auparavant. Dans les usines où elles avaient travaillé auparavant, et puis remonter toute la chaîne de leur migration et de leur mobilité jusqu'aux campagnes, jusqu'aux espaces ruraux, type celui dans le Sichuan, vers Chengdu, d'où Fujin venait, pour comprendre voilà comment, avant d'arriver à Taïwan et avant d'arriver aux usines chinoises, elles vivaient, elles passaient leur journée et comment elles avaient construit voilà ces parcours migratoires assez complexes, bifurqués et internes en Chine, mais aussi transnationaux à Taïwan. Donc, tu as pu rencontrer plus d'une centaine de femmes qui ont
suivi ces parcours de migration ou au moins différentes étapes de ces parcours, pas forcément d'un bout à l'autre comme c'est le cas pour Fujin, il me semble. Mais qui est-ce qu'elles sont en fait? Comment est-ce qu'on peut les présenter, ces femmes? Alors, il s'agit là de celles qu'on appelle en chinois des tagongmei, donc des jeunes femmes rurales qui viennent des campagnes et qui, à partir des années 90, début des années 2000, quand la Chine s'est placée sur la voie de la globalisation suite à l'ouverture et la réforme et à la pénétration des multinationales étrangères et du capital transnational, du marché transnational, ont quitté leurs espaces ruraux pour travailler dans les grandes entreprises des villes côtières dans la province du Zhejiang, du Fujian et bien évidemment du Guangdong, où toutes ces grandes multinationales, à la fois européennes, américaines et aussi asiatiques, hongkongaises, japonaises, coréennes et énormément taïwanaises, étaient implantées. La Chine est un des pays avec le plus grand phénomène migratoire au monde, migration interne, des campagnes aux villes. Nous avons observé à partir des années 80 à peu près 3 générations de travailleurs migrants qui, au fil des années, ont quitté ces espaces ruraux pour arriver travailler dans les usines urbaines. Nous avons aussi observé quand même des gros changements en termes de profils socio-professionnels, et culturelle de ces travailleurs migrants. Bien évidemment, pendant les années 80 et début des années 90, ces travailleurs quittaient la campagne dans des conditions de misère complète, de pauvreté. Après la révolution culturelle en Chine, la Chine était pliée par terre. Les gens n'avaient pas à manger, n'avaient pas de travail, ne savaient pas quoi faire dans ces espaces ruraux. Ensuite, au fur et à mesure que la Chine s'est globalisée et s'est développée, les migrations ont un peu changé de substance et les protagonistes, les acteurs de ces migrations ont aussi changé au fil des années. Les femmes comme Fujin et disons la 3e génération de ces tagongmei, donc de ces travailleuses rurales qui deviennent prolétaires dans les villes, sont des femmes beaucoup plus jeunes qui ne quittent pas forcément leurs espaces d'origine ruraux à cause de la misère ou d'une misère complète, mais qui partent, qui laissent les villages et les campagnes derrière elles en quête de modernité, de consommérisme, de globalisation, d'autonomie, d'indépendance. Et c'est là ma question. Qu'est-ce qui représente ces désirs d'autonomie, ces désirs de modernité, ces désirs d'urbanité, de cosmopolitisme, de globalisation? Les objets. Des objets qui sont fancy, qui sont modernes, qui sont colorés, qui représentent la mode, la fashion, comme un soutien-gorge, comme de la lingerie un peu sexy, un peu séduisante, mais aussi comme pourrait l'être un ordinateur Asus ou un portable Xiaomi ou Apple. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour elles quand elles arrivent dans ces grandes villes? Est-ce qu'elles atteignent ce qu'elles espéraient en termes de pouvoir d'achat ou de modernité? Et à quoi ressemble leur quotidien dans ces villes? C'est une très bonne question. Je vais te citer une de mes enquêtées qui venait de la province de l'Anhui. Je l'ai rencontrée à Taïwan en 2016 ou en 2017. Elle me dit j'ai quitté mon village quand j'avais 14 ans. À ce moment-là, j'avais 3 rêves. Acheter un sac à main, acheter un ordinateur portable et acheter un téléphone portable. Elle arrive en ville, elle arrive à Shenzhen, elle commence à travailler dans une entreprise électronique autour d'une chaîne de montage où elle produit justement ses ordinateurs et ses smartphones. Bon, peut-être c'était pas encore des smartphones à l'époque. Autour de la chaîne de montage, elle travaille 12, 13, 14, 15, 16 heures par jour. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de statut urbain, elle reste une rurale sans permis de résidence en ville. Donc, cloîtrée, enfermée, ségrégée à l'intérieur de l'usine espace de travail et des dortoirs qui sont prévus par ces mêmes entreprises pour les travailleurs ruraux. Elle n'a pas d'argent pour aller acheter ces objets. Tout l'argent qu'elle gagne, qui n'est pas
énorme parce que on parle à l'époque d'1 millier de renminbi par mois. Hein. C'est vraiment très, très limité. Tout l'argent qu'elle gagne, elle le renvoie à la campagne, à ses parents, à ses grands-parents et à ses frères et sœurs qui doivent aller à l'école. Donc, ce rêve de modernité, d'autonomie, d'urbanité reste un rêve. Elle se rend très vite compte que, à cause de la structure sociale et économique extrêmement inégalitaire, discriminante, je dirais, vis-à-vis des travailleurs ruraux et des femmes à plus forte raison, elle ne pourra jamais atteindre son objectif d'ascension sociale, de mobilité sociale ascendante dans ces villes chinoises. Et là aussi, nous avons, à travers le soutien-gorge, mais aussi à travers ces objets qui incarnent la modernité, une sorte de fétichisme de la marchandise. Les femmes produisent ces objets, elles projettent dans ces objets leurs désirs, leurs ambitions, leurs aspirations. Mais en même temps, elles se rendent compte qu'en les fabriquant, elles versent leurs larmes, leur sueur, leur sang, métaphoriquement, parce qu'elles ne pourront jamais les acheter. Elles ne pourront jamais se les permettre. Combien d'après-midi, le dimanche, j'ai accompagné des jeunes femmes, regarder les magasins ou acheter du bubble tea à Shenzhen, à Dongguan, à Foshan, à Zhongshan, en leur payant leur bubble tea. Et en les regardant extasiés devant les boutiques, en se rendant compte que les produits étaient trop chers et qu'elles ne pourraient jamais se les permettre. Et alors, pour elles, comment est-ce qu'elles perçoivent leur propre situation ? Est-ce qu'elles sont contentes de pouvoir aider leur famille ? Parce qu'il y a quand même une certaine forme d'ascension si elles arrivent à soutenir les études de leurs frères et sœurs, par exemple ? Ou bien est-ce qu'elles sont très insatisfaites et conscientes de leur état d'exploitation ? Je pense que là aussi, moi, j'ai observé une différence générationnelle auprès de cette 3e génération de travailleuses migrantes. Parce que si les premiers travailleurs migrants, la première et la 2e génération, avaient vraiment ce devoir presque de pitié filiale de renvoyer de l'argent, des remittances, qui est typique des migrants quand ils partent à l'étranger. Hein, on l'observe auprès d'autres populations sud-est asiatiques à Taïwan et dans d'autres espaces du monde. En fait, ces femmes avaient une dimension beaucoup plus individualisée. Qui correspond beaucoup plus aux transformations sociales et des mentalités des Chinois contemporains et de cette génération de Balinghao, donc des jeunes qui sont nés après les années 80. Il y avait quand même un vrai désir d'indépendance et de mobilité sociale ascendante pour elles-mêmes. Et dans la mesure où elles se rendent compte que cela n'est pas réalisable en Chine, elles vont chercher d'autres solutions. Et c'est là qu'on fait la transition. Et c'est là qu'on fait la transition vers la migration par mariage. À ce moment-là, beaucoup ne sont pas mariées en fait quand elles travaillent en usine parce qu'elles n'ont pas le temps libre, pas le moyen de rencontrer d'autres personnes, j'imagine. Non, bien sûr. Et puis, elles sont très jeunes et elles savent très bien que le deal, l'arrangement avec les familles, c'est tu vas travailler à l'usine, tu y passes une dizaine d'années, tu gagnes un peu d'argent et puis quand l'horloge biologique sonne, tu reviens à la campagne, tu te maries et tu restes ici faire des enfants. Ça, c'est aussi quelque chose qu'elle commence à remettre en question. J'ai pas envie de rentrer au village, j'ai pas envie de me marier là-bas. Ici, il y a tellement d'entrepreneurs bien habillés qui ont de l'argent. J'ai envie de les rencontrer, j'ai envie de les découvrir. Bien évidemment, la structure de la ville globale chinoise contemporaine fait de sorte que ces entreprises multinationales, comme je l'ai dit, ouvertes et gérées par des entrepreneurs étrangers, notamment asiatiques ou par des travailleurs hautement qualifiés, permettent des rencontres transnationales. Ça devient un peu des espaces où des intimités cross-border entre les deux rives se construisent entre ces jeunes femmes migrantes chinoises et des entrepreneurs ou des travailleurs qualifiés taïwanais qui se retrouvent sur place en Chine, souvent pendant très très longtemps, et qui, de manière très naturelle et spontanée, cherchent une partenaire. Pendant longtemps, la migration par mariage de la Chine à Taïwan
avait été appréhendée au prisme des mariages arrangés par les familles ou arrangés par des agences de matchmaking, voilà, des meipo on dirait en chinois, donc vraiment des mariages arrangés payants presque, transactionnels on va dire, payants j'aime pas ce mot. Alors que là, moi j'ai observé qu'il n'y avait pas de dimension combinée ou arrangée, c'était voilà, des hommes jeunes, relativement jeunes, pas des vieux papis avec 3 femmes à Taïwan ou proches de la retraite, mais des hommes jeunes qui rencontrent des jeunes femmes qui travaillent dans les entreprises. Et les choses se font à peu près spontanément. Donc ce sont des mariages d'amour et en même temps qui sont pour ces femmes du coup parfois une opportunité aussi de sortir des usines et d'avoir une autre vie après, complètement. Voilà, bien évidemment, la migration par mariage, le fait de quitter l'usine chinoise pour aller s'installer à Taïwan devient une voie de secours, une voie de sortie de ce système inégalitaire et exploitant de l'usine chinoise et de la ville chinoise où, en fin de compte, il n'y aura jamais d'opportunité pour ces travailleurs ruraux. Donc, le mariage transnational avec un Taïwanais devient un peu, voilà, le step number 2, la deuxième étape de cette migration interne et se construit dans une certaine continuité en termes d'ambition, d'aspiration et de désir. Quitter les campagnes en quête d'ascension sociale, quitter l'usine et la ville chinoise pour Taïwan, à nouveau en quête d'ascension sociale. Et pourtant, quand elles arrivent à Taïwan, c'est pas toujours aussi facile parce que les Chinois et les Chinoises à Taïwan sont souvent vus un petit peu de haut, pour dire ça de manière diplomatique. Et politically correct. Comment est-ce qu'elles sont perçues dans la société taïwanaise quand elles arrivent au tout début, en tout cas ? Là aussi, j'ai entendu plein d'histoires par des femmes différentes qui me disaient alors j'ai pris l'avion, j'étais hyper excitée, mon mari m'attendait à Taïwan. Par contre, au moment où l'avion atterrissait sur Taoyuan, donc à l'extérieur de Taipei, où il y a l'aéroport, je commençais à flipper. Mais les bâtiments n'étaient pas si grands, si beaux, si merveilleux qu'en Chine. Mais il n'y avait pas tant d'immeubles colorés et fluorescents que j'aurais pu l'imaginer. Donc la déception se construit déjà à l'intérieur de l'avion. Elles arrivent à Taïwan et voilà, elles se retrouvent dans une situation de piège, comme on m'a dit. Alors, je ne sais pas si le mot piège est le mot le plus approprié, mais les femmes m'ont dit souvent s'être senties piégées. Piégées parce que la réalité de la société taïwanaise, du marché du travail et de la famille qui les attendait ne correspondait pas du tout à ce à quoi elles s'attendaient ou à ce qu'elles s'étaient imaginées. Comme l'usine ne correspondait pas à ce à quoi elles s'attendaient auparavant. Donc, déception très forte qui arrive après une première déception dans la ville chinoise. Bien évidemment, les relations Chine-Taïwan sont compliquées, la situation géopolitique ne simplifie pas les choses. Ces femmes, d'un certain côté, sont accusées d'être des gold diggers, donc qui viennent ici profiter de la richesse de leur mari taïwanais et voler tout l'argent à la nation taïwanaise. De l'autre côté, elles peuvent être vues comme une menace à la sûreté, à la sécurité nationale et à l'intégrité ethnique nationale de Taïwan. Voilà, les choses ne se passent pas très bien. Sachant que jusqu'en 2010, alors il y a eu une réforme, donc les choses ont un peu changé, mais elles n'avaient pas le droit de travailler pendant les 2 premières années de résidence à Taïwan. Donc elles arrivent ici, elles se retrouvent souvent enceintes, vivre avec leurs beaux-parents et leur mari, sans possibilité de travailler, donc sans possibilité de gagner leur propre argent pour être autonomes, avec leur mari qui leur donne des petites sommes d'argent pour faire des courses ou pour acheter une paire de chaussures une fois tous les 3 mois. Voilà, la déception est très très grande. Certaines vont commencer à chercher en quête d'autonomie et de modernité et d'indépendance économique surtout et d'argent, des petits boulots au black non déclarés parce qu'elles n'ont pas ce gunzuozan, donc ce permis de travail. Cependant, elles se retrouvent dans des situations à nouveau d'exploitation, à nouveau d'inégalité, à faire des heures supplémentaires mal payées, où elles se retrouvent tout simplement l'accès au travail nié. T'es chinoise, tu peux pas travailler. À partir de ton accent, on sent que tu es chinoise et que tu viens de la campagne. Il n'y a pas de travail pour toi ici. Les expériences à la fois d'inégalité au travail ou de refus
d'accès au travail multiplient, voilà, plaçant ces femmes dans des situations de souffrance, de dépression et de énormes déceptions une fois arrivées à Taïwan. Et donc, dans l'épisode prochain, nous allons voir comment est-ce que Delilah arrive à reconstruire un autre futur pour elle. Merci Beatrice Zani pour ces explications et ces partages. Merci infiniment à toi. Je suis toujours ravie de partager mes recherches.